Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors pendant que le sionisme s'organise en Europe et que les premières vagues d'immigration juive arrivent en Palestine, une autre transformation majeure est donc en train de se produire, plus discrète peut-être au départ en tout cas, mais absolument fondamentale, et c'est là qu'il faut le voir, l'émergence progressive d'une conscience politique arabe palestinienne. C'est là-dessus que j'ai utilisé Henri Laurens, parce qu'il apporte quelque chose d'essentiel contre beaucoup d'idées simplifiées, si vous voulez. Parce que pendant longtemps, certains récits ont laissé entendre qu'il n'existait pas réellement de peuple palestinien avant le XXe siècle, comme si l'identité palestinienne était apparue artificiellement, tardivement, uniquement en réaction au sionisme. Or, la réalité historique, celle qui nous intéresse, est beaucoup plus complexe. Au XIXe siècle, les habitants arabes de Palestine ne se définissent pas encore prioritairement comme palestiniens, au sens national moderne du terme. C'est pour ça que tout à l'heure, j'aurais pas dû dire national. Mais ça ne signifie pas, et ça ne signifie même absolument pas, qu'ils n'ont ni identité, ni enracinement, ni conscience politique, j'allais dire. Ils appartiennent à plusieurs cercles identitaires simultanément. Leur village, leur ville, leur clan familial, leur religion, l'Empire ottoman, le monde arabe, et puis progressivement, la Palestine elle-même. C'est toute la difficulté du XIXe siècle. Les identités nationales modernes sont en construction partout dans le monde. Un paysan de Galilée ou un notable de Jérusalem ne se pense pas forcément d'abord comme un Palestinien au sens contemporain. Mais il sait parfaitement qu'il appartient à cette terre, à ses villes, à ses réseaux sociaux, c'est-à-dire ses amis proches, pas les réseaux sociaux, LinkedIn et compagnie qui n'existent pas encore, économiques et religieux. Et cette société palestinienne est bien plus structurée qu'on ne l'imagine souvent. On y trouve de grandes familles urbaines, puissantes, notamment à Jérusalem, à Jaffa, à Naplouse ou à Hébron. Des familles comme les Husseini, les Khalidi ou les Nashashibi jouent un rôle politique, religieux et économique considérable. Elles contrôlent des terres, des fonctions administratives, des réseaux commerciaux. Et autour d'elles gravitent des commerçants, des artisans, des religieux, des paysans, des tribus bédouines et des communautés, qu'elles soient chrétiennes arabes, très actives intellectuellement. Parce qu'il faut aussi rappeler une chose importante, les chrétiens arabes jouent un rôle majeur dans la naissance du nationalisme arabe moderne. Et oui, beaucoup d'entre eux sont instruits dans les écoles missionnaires européennes. Ils maîtrisent plusieurs langues, ils participent aux premiers journaux, aux débats intellectuels, à la circulation des idées modernes. La Palestine du XIXe siècle n'est donc pas du tout une société figée, elle change aussi profondément. Les villes se développent, les échanges commerciaux augmentent, les routes s'améliorent, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Les ports méditerranéens comme Jaffa sont en train de prendre de l'importance. Les élites locales lisent les journaux venus du Caire ou de Beyrouth. Les idées réformistes circulent dans tout le Proche-Orient. Et surtout, les habitants commencent à observer avec une certaine inquiétude l'affaiblissement progressif de l'Empire ottoman face aux Européens. Parce que les Arabes de Palestine ne sont pas idiots, plus idiots que les autres, ils voient très bien ce qui se passe. Ils voient les consulats étrangers se multiplier, les missionnaires européens en train de s'installer, les puissances occidentales intervenir dans les affaires locales. Ils comprennent progressivement que leur région devient un terrain de rivalité impériale. Et parallèlement, vous avez un autre phénomène, encore une fois, qui attire leur attention. Ce phénomène, c'est, je viens de le dire, l'immigration juive. Au départ, encore une fois, ça ne provoque pas immédiatement une opposition généralisée. D'abord parce que les chiffres restent relativement limités. Ensuite, parce que les sociétés ottomanes sont traditionnellement multiconfessionnelles. Elles ont l'habitude, les juifs, les musulmans, les chrétiens, ils coexistent, si vous voulez, depuis longtemps dans l'Empire. C'est pas pour ça qu'ils ne se tapent pas dessus de temps en temps, mais ils coexistent. Mais peu à peu, quelque chose change dans la perception des élites arabes locales. Les nouveaux immigrants juifs ne ressemblent pas toujours aux anciennes communautés juives palestiniennes traditionnelles. Beaucoup viennent d'Europe orientale. Ils parlent russe, yiddish, allemand. Ils apportent avec eux des idées politiques modernes, des structures collectives, des organisations déjà nationales. Et surtout, certains discours sionistes deviennent de plus en plus explicites. Maintenant, on parle de renaissance nationale juive, d'installation durable, d'achat massif de terres, de création d'institutions autonomes. Et pour les élites arabes palestiniennes, une question commence quand même à émerger. Est-ce qu'il s'agit d'une simple immigration ou du début d'un projet politique qui viserait à transformer profondément la région ?
Et cette inquiétude grandit progressivement. Les questions foncières deviennent particulièrement sensibles. Dans plusieurs cas, des terres sont achetées légalement auprès de grands propriétaires absents, encore une fois, vivant dans les grandes villes de l'Empire ottoman, mais sur ces terres vivent souvent des paysans arabes qui les cultivent depuis des générations, sans toujours d'ailleurs posséder officiellement les titres de propriété. Et quand ces terres changent de main, certains paysans sont expulsés. Et là, ça crée des tensions nouvelles. Le problème n'est pas seulement économique, il devient symbolique, politique, parce que les habitants commencent à percevoir que le territoire lui-même pourrait tout simplement changer de nature. Et les historiens montrent très bien qu'à ce stade, la conscience nationale palestinienne reste encore incomplète, fragmentée, hésitante, mais plusieurs éléments accélèrent sa formation. D'abord, c'est souvent le cas, le développement de la presse arabe. Des journaux apparaissent à Jérusalem, Jaffa, Beyrouth. On débat de modernisation, d'autonomie, de réforme, d'identité arabe. Les intellectuels commencent à parler davantage de la Palestine comme un espace spécifique. Ensuite, les réformes ottomanes ont paradoxalement renforcé les élites locales. En modernisant l'administration et l'éducation, elles ont produit une nouvelle génération de notables plus politisés. Et enfin, la presse étrangère contribue elle aussi à faire émerger une conscience collective. Plus les Européens interviennent dans la région, plus certains Arabes commencent à penser qu'ils doivent eux aussi défendre leurs intérêts politiques propres. Et cette évolution s'inscrit dans un mouvement encore une fois plus large, la naissance du nationalisme arabe. Partout dans l'Empire ottoman, des intellectuels arabes réclament davantage d'autonomie, davantage de reconnaissance culturelle et linguistique. Et certains restent attachés à l'Empire ottoman réformé, mais d'autres imaginent déjà une nation arabe plus vaste. J'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions sur la religion musulmane qui est sous-jacente dans la revendication à ce moment-là. La Palestine donc participe pleinement, forcément, à ces débats. Mais ce qui rend la situation particulièrement explosive, c'est que deux dynamiques nationales maintenant commencent à se développer en parallèle, mais sur le même territoire. Le sionisme construit une conscience nationale juive tournée vers la Palestine. Les Arabes palestiniens commencent eux aussi à percevoir cette terre comme leur espace collectif menacé. Et aucun des deux mouvements ne considère l'autre comme pleinement légitime. Pour les sionistes, le retour juif apparaît comme une renaissance historique et morale après des siècles d'exil et de persécution. Pour beaucoup d'Arabes palestiniens, cette immigration soutenue par les puissances européennes ressemble de plus en plus à une forme de colonisation étrangère. Et donc, ce malentendu est immense dès le départ, dès l'origine en fait. Comment je pourrais dire, les raisins de la colère, aurait dit Steinbeck, la fermentation. Parce que les deux récits historiques se construisent sans réellement se rencontrer. Les sionistes parlent souvent d'une terre à reconstruire, les Arabes palestiniens répondent « cette terre est déjà habitée ». Les sionistes mettent en avant l'histoire biblique et l'exil, les Arabes rappellent leur présence continue depuis des siècles, les uns parlent de salut national, les autres commencent à craindre une dépossession politique. Et au-dessus de tout ça, vous avez les grandes puissances européennes qui continuent leur marché, leur propre jeu diplomatique, sans réellement chercher à résoudre les contradictions qu'elles contribuent d'ailleurs elles-mêmes à alimenter. Le fameux, c'est l'organisation du désordre en fait. C'est plus il y a du désordre, plus je peux régner en maître. C'est exactement ça. À la veille du XXe siècle, tout est encore théoriquement réversible en fait. Le conflit n'est pas encore inévitable, les identités nationales restent en construction, les équilibres pourraient encore évoluer autrement. Mais maintenant, tous les éléments fondamentaux sont en place. Une terre surinvestie symboliquement, un empire ottoman de plus en plus affaibli, des puissances étrangères omniprésentes, un mouvement sioniste organisé, une société arabe palestinienne qui se politise, et deux récits nationaux qui commencent maintenant à entrer en collision.